Donc ce soir, on va échanger sur un sujet qui va concerner un certain nombre d'athlètes qui préparent des objectifs estivaux. Alors certes, en juillet, il y a déjà eu une belle série d'événements, notamment en triathlon longue distance avec divers Ironman, l'Alpe d'Huez, etc. Mais en août, très bientôt, il va y avoir l'Ambraman et puis la deuxième partie de la saison avec l'Alpha Ironman de Nice, support des championnats du monde 73 et puis tout un ensemble d'épreuves de deuxième partie de saison. Donc voilà, ce dont on va parler ce soir reste d'actualité. Alors je vous rappelle le principe de fonctionnement du live, c'est que pendant 10-15 minutes, je vais faire un petit rappel sur les informations les plus importantes relatives à la thématique du soir, donc la nutrition en phase d'affûtage. Et puis dans un deuxième temps, je prendrai vos questions. Donc je vous invite déjà à y réfléchir, pourquoi pas même à les poser, donc par écrit, en commentaire, et puis je répondrai une par une pour vous conseiller de manière personnalisée, en tout cas de la meilleure manière possible. Voilà, donc c'est un format assez interactif qui fonctionne bien et qu'on poursuit sur Trimax tous les mois. Alors il y a déjà un certain nombre à être présents, donc on va pas tarder à débuter et à entrer dans le vif du sujet. Juste pour faire un petit rappel, voilà, donc moi j'écris pour la rubrique entraînement de Trimax. J'ai fondé WTS de Coaching Company il y a maintenant presque 20 ans. Donc tous les ans on accompagne des sportifs de tout niveau via notre réseau de coachs, donc beaucoup de triathlètes qui préparent des épreuves de toute distance, mais particulièrement longue distance. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, via notre site wts.fr si vous avez des besoins particuliers, si vous ressentez la nécessité d'être accompagné vers votre prochain objectif, si vous avez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre. On a tout un réseau d'experts qui peut vous aider dans toutes ces démarches, que ce soit mieux nager, être plus performant à vélo, mieux courir et surtout être sur votre pic de forme le jour de votre objectif principal. Voilà, ceci étant dit, donc le thème du soir, la nutrition en phase d'affûtage. Alors déjà, un petit rappel, l'affûtage c'est la période qui précède un objectif important. Donc c'est une période qui coïncide avec, en tout cas dont l'objectif est de maintenir un niveau d'entraînement optimal, donc un niveau de performance le plus élevé possible, tout en faisant diminuer l'état de fatigue lié à l'entraînement qui a été effectué en amont. Donc c'est une période extrêmement importante à l'approche d'un objectif, parce que c'est durant cette phase que va être en partie déterminée l'ampleur du pic de forme en vue d'un objectif. Donc voilà, généralement ça coïncide pour un objectif type triathlon longue distance, c'est une phase qui dure entre 2 et 3 semaines, ça dépend du volume d'entraînement qui a été fait en amont, ça dépend d'une multitude de paramètres, voilà, la période de la saison, l'état de forme du moment, mais généralement c'est la durée classique d'une phase d'affûtage, 2-3 semaines. Donc on diminue le volume progressivement, on maintient une certaine intensité de travail, notamment à allure course, et surtout on se repose beaucoup pour effacer la fatigue liée à de longues semaines, de longs mois d'entraînement, et pour arriver au top le jour J. Alors dans cette phase, il y a un risque majeur, comme on s'est beaucoup entraîné en amont, c'est de tomber malade ou de se blesser. Donc moi j'aime bien répéter inlassablement à mes sportifs et à tous les sportifs que je rencontre, voilà, que dans cette période il vaut mieux en faire un peu moins qu'un peu trop, hein, donc il vaut mieux un peu plus se reposer qu'un peu plus s'entraîner. Et voilà, parce que forcément si on se blesse ou si on tombe malade à l'approche de son objectif, ben, on peut réduire à néant
des semaines de travail, d'entraînement. On peut réduire à néant un investissement financier lié à l'inscription, à la préparation, on peut réduire à néant le déplacement, enfin bon voilà, tout s'écroule. Donc c'est très important dans cette phase-là de bien se reposer et de beaucoup miser sur la récupération plus que sur l'entraînement. Alors la récupération dans la phase d'affûtage, elle repose sur 3 piliers qui sont premièrement le sommeil, fondamental. Il faut dormir, je dirais, le plus possible dans la phase d'affûtage pour permettre la régénération physique, nerveuse de l'organisme. Il faut bien sûr bien s'hydrater, hein, essayer d'avoir un état d'hydratation optimal. Et puis, il faut s'alimenter de manière appropriée pour optimiser la récupération. Et c'est ça c'est ce 3e point qu'on va étudier et dont on va discuter ce soir. Donc voilà, votre objectif s'approche, vous avez passé le gros de la charge d'entraînement et vous rentrez dans cette phase d'affûtage qui va durer 2-3 semaines. Bien entendu, comme vous êtes bien affûté, que vous avez un niveau d'entraînement élevé, vous êtes donc dans un état un petit peu d'hypermétabolisme et donc votre corps réclame. Donc on est souvent dans cette phase assez affamée entre guillemets et on a un peu le sentiment de toujours avoir besoin de manger. Donc très clairement, premier conseil oui, relatif à cette phase. C'est pas une période où on entame, où on fait des efforts nutritionnels pour perdre du poids. Parce que le corps a besoin d'énergie, a besoin de protéines, de minéraux, d'acides gras essentiels pour se régénérer, récupérer et in fine être en super forme le jour J. Donc c'est très clairement une période où il faut éviter tout régime hypocalorique ou toute restriction alimentaire dans un objectif de finaliser sa perte de poids. Au contraire, il faut essayer de maintenir des apports équilibrés qui couvrent les besoins et donc dans ces moments-là, il ne faut pas se priver. En tout cas, pas se priver de manger à satiété. Après, c'est une période effectivement où les besoins sont très importants et donc il faut impérativement couvrir ces apports en nutriments essentiels. Donc impérativement couvrir les besoins en protéines qui se situent de l'ordre de 1,5 à 2 grammes de kilo de protéines par kilo de poids corporel. 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel, voilà. Donc pour un individu de 70 kg, ça fait de l'ordre de 100 à 140 grammes de protéines par jour, hein, donc à chaque repas. Donc ça c'est la première chose, bien couvrir ses besoins en protéines, bien couvrir ses besoins en acides gras essentiels, donc on va surtout pas se priver de manger de l'huile d'olive, du beurre, des corps gras quels qu'ils soient, hein, notamment tous les corps gras issus des amandes, des noix, des noisettes, du poisson. Voilà, donc on va essayer de manger tous les jours du gras en quantité assez conséquente, dans le sens où les corps gras et les lipides, les acides gras essentiels, vont vous permettre de synthétiser un certain nombre d'hormones, et notamment des hormones essentielles dans ces moments-là, comme la testostérone, qui provient des acides gras, en tout cas qui a besoin d'acides gras pour être synthétisé par l'organisme. Donc on respecte bien ses besoins en protéines, on respecte bien ses besoins en lipides, on mange des glucides de manière appropriée, en particulier les jours d'entraînement, glucides qui vont contribuer à la récupération musculaire et à la qualité des entraînements. Donc là, on peut par contre commencer un petit peu à dissocier entre les jours de repos où les besoins en glucides ne sont pas forcément très élevés et les besoins liés aux jours d'entraînement qui sont forcément plus conséquents avant, pendant et après. Et puis après, bien sûr, on va essayer de couvrir tous ces besoins
en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments. Et pour ça, il faut une certaine densité nutritionnelle. Donc on va privilégier tous les aliments qui ont une forte densité nutritionnelle, donc les aliments complets, les graines, les fruits de saison, les légumes, et ça doit bien entendu faire partie de l'alimentation quotidienne. Donc globalement, on va essayer d'avoir une alimentation équilibrée, riche, source de nutriments en quantité suffisante. On va surtout pas se priver sur le plan calorique, mais par contre, et là on va parler de ce qu'il vaut mieux éviter dans cette phase, c'est tous les aliments qui servent pas à grand chose ou qui vont entre guillemets un peu encrasser votre organisme, qui vont générer un travail digestif conséquent, puisque je vous rappelle que la digestion peut être très gourmande en énergie, et que donc il faut essayer d'éviter un travail digestif inutile. Donc voilà, dans les aliments qu'on va essayer d'éviter, bien entendu l'alcool, qui est un aliment toxique, une substance toxique et qui nécessite un surcroît de travail de l'organisme pour être métabolisé, éliminé. On va essayer bien entendu de limiter les sucres rapides dans les phases où l'entraînement est réduit, je pense notamment aux jours de repos, les sucres rapides que votre cerveau va vous demander de manière très régulière, parce que voilà, le glucose est une substance qui génère une forte addiction au niveau du système nerveux, donc votre corps va vous demander du sucre en permanence, mais essayez de remplacer ce sucre par des aliments plus complets, plus gras, qui vont vous rassasier quand même et pas avoir les mêmes effets sur votre pancréas et sur votre glycémie et sur votre organisme. Donc on limite le sucre les jours de repos, en tout cas les aliments à index glycémique plutôt élevé, et puis on va éviter tout ce qui génère un fort travail je dirais un fort travail digestif, de métabolisation, donc les charcuteries, le fromage, la viande rouge, tous les aliments industriels qui apportent pas grand chose ou voire des choses qui sont pas très bonnes pour l'organisme. Donc voilà, on va aller vers des choses simples, très digestes, très efficaces, et s'il y a bien un moment de la saison où il faut être rigoureux, sérieux, c'est bien cette période d'affûtage à l'approche de votre objectif. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour général de cette période d'affûtage. Pour résumer, on ne se prive pas de manger, surtout pas, on ne cherche pas à perdre du poids, on mange équilibré, on respecte bien ses apports en protéines, en acides gras, et on privilégie des aliments de haute qualité nutritionnelle qui vous apportent beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, et qui vous permettent donc de vous préparer à votre échéance principale de la saison. Voilà, dernière chose sur peut-être plus au niveau des petits compléments qui peuvent être utiles dans cette phase-là. Moi j'aime bien prescrire du magnésium, parce que voilà, en particulier en période estivale, on transpire énormément. Si on a un peu de stress au boulot ou que l'événement qui approche génère du stress, il va y avoir une véritable fuite de magnésium au niveau de votre système digestif, et donc votre corps a besoin d'être réapprovisionné. Donc une petite supplémentation à petite dose tous les jours en magnésium, c'est intéressant. J'aime bien aussi préconiser de la spiruline, parce que la spiruline c'est un aliment très complet, très sain, qui vous apporte un peu tout un ensemble de nutriments, et moi j'appelle ça un peu l'engrais du sportif. Donc à l'approche d'un objectif, faire une supplémentation en spiruline tous les jours va vous aider à faire face aux objectifs. Si la charge d'entraînement a été très importante et que vous êtes fatigué, une cure de glutamine aussi, qui est un acide aminé essentiel qui va vous soutenir votre système immunitaire et éviter de tomber malade, peut être aussi très approprié. Et puis enfin, à l'approche de l'objectif, dans les derniers jours, bien entendu,
il faut remplir le réservoir en mangeant suffisamment de féculents, mais il faut aussi, des petits suppléments comme le jus de betterave et tous les aliments riches en nitrates organiques qui vont vous permettre d'améliorer un petit peu votre pression artérielle et donc l'oxygénation musculaire. Donc le jus de betterave, les 3-4 jours qui précèdent un objectif, un verre le matin, ça peut aider aussi à améliorer l'oxygénation musculaire et en favorisant la vasoconstriction et donc vous rendre plus performant le jour J. Thierry nous dit je me renseigne sur ton régime des 10 jours à venir. C'est bien Thierry, il se renseigne pour son copain, donc c'est bien. Cette approche, je dirais, très fraternelle du sport. Il me semble qu'il y a une autre question. Cyril nous dit quel est le besoin en protéines sur un Ironman. Alors c'est une très bonne question parce que depuis longtemps les scientifiques se posent la question, en tout cas ceux-là sont beaucoup posés sur l'intérêt d'un apport en protéines pendant un effort d'endurance. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des connaissances, comme on dit, des connaissances scientifiques, je dirais que le besoin en protéines sur un Ironman, il est assez faible. Voilà, pourquoi? Parce que sur un Ironman, effort donc aller pour la majeure partie des athlètes, qui va être entre 10 et 15 heures, votre organisme il a surtout besoin d'eau et d'un apport en glucides qui permet de stabiliser la glycémie. C'est pas pendant ce type d'effort que vous allez construire du muscle ou préserver les tissus. Au contraire, vous êtes un peu dans un état de catabolisme et ce dont ont principalement besoin vos muscles, c'est de l'eau pour stabiliser l'état d'hydratation des cellules le plus possible. Et puis c'est aussi bien sûr de glucose, parce que c'est ce qui va permettre aux muscles de fonctionner, et bien entendu, comme c'est un effort de longue durée, de lipides, mais ça, le muscle va aller le chercher directement dans ses propres réserves ou dans les acides gras en circulation. Donc il n'y a pas réellement besoin de supplémenter en protéines, surtout que ça peut compromettre la digestion déjà d'une part, et deuxièmement le métabolisme des glucides. Néanmoins, quand on fait comme ça un effort de plus de 10 heures relativement soutenu, c'est vrai que sur un plan, je dirais, plus de confort gustatif, ça peut être intéressant de faire une petite collation type petit sandwich au jambon en milieu de parcours pour casser un petit peu le rythme d'absorption de barres, de boissons énergétiques, de gel, qui est bien entendu important pour fournir un effort le plus poussé possible. Voilà, donc pas de besoin de supplémenter en protéines, ni dans la boisson, ni réellement dans les bars. Après, il y en a toujours un petit peu, mais il n'y a pas de besoin spécifique en protéines sur un Ironman. Alors, Régis nous demande, pour les vasodilatateurs, vous avez mentionné quel aliment? Alors, j'ai pas parlé de vasodilatation, mais plutôt de vasoconstriction. Donc, j'ai mentionné, et c'est l'un des effets, recherchés lorsqu'on consomme du jus de betterave, on recherche en fait une source de nitrate qui, par un mécanisme, va se transformer en oxyde nitrique dans l'organisme. Oxyde nitrique qui a un effet vasoconstricteur. Donc en créant une vasoconstriction au niveau des vaisseaux sanguins, vous allez améliorer la perfusion sanguine des tissus, notamment des muscles, et donc contribuer à apporter une petite amélioration de l'oxygénation musculaire. Donc c'est le jus de betterave, après il y a un certain nombre d'aliments, notamment les aliments à feuilles vertes, la roquette, qui est une salade qui est très riche en nitrate organique,
peut vous permettre justement de rehausser un peu dans les jours qui précèdent votre épreuve votre taux d'oxyde nitrique et donc améliorer l'oxygénation musculaire. Donc vous tapez sur les moteurs de recherche jus de betterave et endurance et vous allez trouver pas mal d'informations à ce sujet. Alors Thierry nous redemande faut-il consommer des BCA en course, utiles ou pas? Alors les BCA, c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire Branch Chain Amino Acid. Donc en français, c'est les acides aminés à chaîne ramifiée. Donc c'est ce qu'on appelle les acides aminés essentiels. Donc la leucine, l'isoleucine et la valine, qui sont très intéressants pour les sportifs dans la mesure où ça booste un petit peu la resynthèse musculaire en récupération, voilà, qui est un peu le principal effet recherché avec une supplémentation en BCAA pendant une phase d'entraînement intense. Reconstruire du muscle, régénérer le muscle rapidement en récupération. Alors en course, non, je pense que c'est pas vraiment utile. Ils vont pas vraiment être utilisés par l'organisme, par vos muscles. Donc non, je pense qu'une supplémentation n'est pas vraiment utile. Après, bon, on peut aller chercher dans les petits détails. Il y a peut-être des études qui montrent que ça peut avoir un intérêt, mais globalement, c'est surtout de glucides dont votre organisme a besoin pendant l'effort, plutôt que d'acides aminés. Alors, Guillaume nous dit « Bonjour, lors d'un Ironman en vélo, pour 6 heures, tu conseilles quoi en apport alimentaire ?» Alors, pour un Ironman en 6 heures, qui est déjà un assez bon chrono, je dirais que l'apport alimentaire, il est fondamental dans le sens où c'est un petit peu le seul moment où vous allez pouvoir consommer je dirais des calories et notamment des glucides en quantité importante. Donc les recommandations actuelles en termes de nutrition de l'effort, elles sont de l'ordre de je dirais 50, 60, 70 grammes de glucides par heure d'effort. Donc 6 heures, voilà, ça fait de l'ordre de 360 grammes de glucides à absorber. Alors c'est clair qu'il faut entraîner son tube digestif à absorber de telles quantités. Il faut bien sûr s'entraîner impérativement pendant la phase de préparation à absorber les aliments qu'on va utiliser en course. Donc si vous décidez d'utiliser tel type de bar ou tel type de fruits secs, tel type de boisson, entraînez-vous à les absorber dans la même posologie dans la phase de préparation, parce que sinon, si vous ne le faites pas, le jour J, vous risquez fort de vous retrouver avec des troubles digestifs qui vont vous handicaper sur le vélo, mais encore plus certainement en course à pied. Donc le vélo, c'est une phase cruciale en termes d'alimentation sur un Ironman, et il faut s'entraîner à absorber des grandes quantités de glucides. Et aujourd'hui, même si certains disent le contraire, même si bien sûr on peut faire un Ironman en buvant que de l'eau, en y allant tranquillement, globalement il est quand même, il semblerait qu'il y a quand même un lien entre le chrono qu'on va faire au final de l'Ironman et la quantité de glucides qu'on a réussi à absorber pendant l'effort le jour de la course. Donc à l'entraînement, il faut bien sûr varier les types de séances, s'entraîner à jeun, s'entraîner avec un apport plutôt modeste en glucides, mais aussi s'entraîner en s'hyperalimentant à l'effort. Voilà, il faut préparer le tube digestif à cet exercice extrêmement spécifique qui est d'absorber des grandes quantités de glucides pendant un effort physique relativement intense. Voilà, alors c'est assez complexe, ça nécessite de faire pas mal de tests, de varier beaucoup le type de séance, mais là encore je peux vous accompagner sur ce type de démarche en vous guidant entre les séances à jeun, les séances en hyperalimentation, etc.
Alors, Héloïse nous pose une question très spécifique, mais là encore très intéressante, sur le gluten. Quels conseils concernant la consommation de gluten pendant cette phase? Alors, le gluten, donc je vous rappelle que c'est la protéine du blé. Donc, on retrouve dans tous les produits contenant du blé, dérivés du blé ou céréales un petit peu assimilées. Donc, on en retrouve dans beaucoup d'aliments, notamment industriels, hein, le pain de mie, les biscuits, les crêpes, les céréales, voilà, aliments qui sont bien entendu souvent consommés par un triathlète. Chez un certain nombre de personnes, il semblerait que, et notamment des triathlètes, que le gluten soit un petit peu une source de problèmes digestifs, d'état inflammatoire, et tout ça peut potentiellement être avéré par des tests de dépistage sanguin pour voir si on a une intolérance au gluten. On peut bien sûr avoir aussi une allergie au gluten, ça s'appelle la maladie cœliaque, mais ça concerne une petite partie de la population, notamment sportive. Donc je dirais que pour le commun des triathlètes qui n'a pas d'allergie avérée au gluten, ça peut être intéressant, mine de rien, de diminuer, je dirais, un petit peu le rythme de consommation du gluten, et ce qui en plus contribuera à diversifier les apports. Donc plutôt que de manger du pain, des pâtes et des biscuits, et voilà, manger un petit peu de pain, voire du pain sans gluten de temps en temps, manger aussi des pommes de terre, des lentilles, des pois chiches, du riz complet. Il y a plein d'aliments qui vont vous permettre d'amener des glucides notamment, qui sont plus complets, plus riches en minéraux, en vitamines que les simples pâtes. Voilà, donc diversifier votre alimentation et essayer de diminuer un peu les quantités de gluten. Après, pour ceux qui ont des intolérances, c'est clair que c'est une période où il vaut mieux supprimer le gluten de son alimentation, parce que ça va permettre de diminuer un petit peu l'état inflammatoire général, et ça peut permettre de passer au travers d'une petite pathologie infectieuse ou d'une blessure, hein, type tendinite et autres. Alors, Thierry nous dit « Le Morten me semble très intéressant en glucides, mais il est dépourvu de tous les sels minéraux classiques. » Alors, j'essaye de voir la fin de la question que je ne vois pas. Alors oui, j'imagine que c'est que penser de la boisson Morten, qui est une boisson un petit peu nouvelle et innovante sur le marché, qui utilise, si je ne me trompe pas, une technique d'hydrogel pour en fait apporter plus de glucides à l'organisme qui ne pourrait en absorber avec des glucides classiques. Donc, alors effectivement, c'est une boisson qui est intéressante, qu'il faut tester impérativement avant de se faire un avis et de la valider. Effectivement, elle permet de mettre beaucoup de molécules de glucides sans changer le goût et donner un goût trop sucré. Voilà, donc à tester. Quoi qu'il en soit, j'ai pas étudié en détail la composition de la boisson Morten, mais effectivement, si elle est dépourvue un peu de sels minéraux, peut-être qu'il faut aussi coupler avec des boissons plus riches en sels minéraux, notamment en sodium, hein, puisque je vous rappelle, pendant un effort estival, l'apport en minéraux est essentiel pour éviter tous les problèmes potentiellement mortels d'hyponatrémie, hein, donc de dilution massive des sels minéraux dans un excès d'apport d'eau déminéralisée, d'eau plate. Hein, donc il faut impérativement avoir des apports en minéraux assez importants, notamment en sodium, sur des épreuves estivales. D'ailleurs, moi je recommande souvent de rajouter une petite pincée de sodium, de sel ou de bicarbonate de sodium dans chacun de ces bidons lorsque l'on part sur un entraînement estival et on sait on va énormément transpirer, ou même en course.
Alors, voilà, j'espère avoir répondu. J'ai pas réussi à afficher la deuxième partie de la question, mais j'imagine que c'est ce que j'avais anticipé. Rouba, bonsoir Rouba, qui nous dit quelle est l'importance des crudités dans l'alimentation, peut-on en manger à tous les repas? Alors les crudités, je pense que ça, en phase de préparation générale, et la question est très très pertinente, notamment vis-à-vis des problèmes digestifs qu'on peut rencontrer sur la partie running. Voilà, donc en période de préparation assez intensive, aucun problème pour manger des crudités, peut-être pas à tous les repas, mais au moins à un des repas, quel que soit le type de crudité. Par contre, c'est vrai que les crudités apportent potentiellement beaucoup de fibres au tube digestif, et à l'approche de son objectif, il vaut peut-être mieux diminuer ces apports en fibres qui peuvent générer des troubles digestifs, notamment dans la partie running d'un triathlon, en particulier longue distance. Donc moi je recommande quand même, dans les 10 jours qui précèdent un Ironman, de très fortement diminuer les crudités, voire même de les supprimer, et en parallèle de limiter les apports en légumes fibreux, en légumes secs, parce que si vous êtes sensible au niveau digestif, ça risque de contribuer à des troubles digestifs de type diarrhée, notamment pendant la partie running. Donc les 10 jours qui précèdent, il vaut mieux adopter un régime pauvre en fibres alimentaires. Alors Cyril nous dit, que pensez-vous de l'utilisation des pastilles de sel pendant une course? Est-ce utile sur un 73 par exemple? Alors les pastilles de sel, déjà c'est pas forcément un produit miracle, mais ça peut être utile dans un certain nombre de cas, et je pense notamment pour les athlètes qui transpirent énormément, qui ont des crampes très régulièrement. Le problème de crampes peut être lié à une carence d'apport en sodium, en minéraux, et donc supplémenter en sodium dans ces cas bien précis, ça me semble très intéressant. Après, il faut éviter de faire ça, je dirais, de manière excessive, parce que ça peut avoir les effets inverses aussi. Il faut toujours tester l'entraînement, et plutôt que de consommer, d'absorber des pastilles de sel, peut-être que le simple fait d'adopter une boisson énergétique un peu plus riche en sel peut suffire, voilà, tout simplement. Voilà. Après, si vous n'avez jamais de problème de crampes, que vous ne transpirez pas énormément, que vous allez faire une épreuve dans des conditions de température, je dirais, moyenne, bon, il n'y a peut-être pas forcément de nécessité de supplémenter en sodium de manière importante. Voilà, donc là encore, tout dépend des conditions et de votre problématique personnelle. Alors, Rouba nous dit, est-ce que le riz est considéré comme un aliment à index glycémique bas? Alors, potentiellement oui, mais tout dépend de plein de choses. Alors déjà, ça dépend du type de riz. Est-ce que c'est du riz blanc ou du riz complet? Le riz blanc va avoir un index glycémique plus élevé que du riz complet qui va être plus lent à digérer, à être digéré. Ensuite, ça va dépendre de la cuisson. Plus un riz est cuit, plus il va être facile à digérer et plus son index glycémique va être élevé. Hein, plus les glucides et les issus du riz vont passer rapidement dans le sang. Et puis après, bien entendu, ça dépend aussi de l'accompagnement. Entre une assiette de riz blanc en nature qui va avoir un index glycémique relativement élevé et une assiette de riz complet accompagnée d'un corps gras, de légumes, d'une source de protéines, que ce soit du poisson, une viande blanche, des œufs, ben voilà, l'index glycémique de l'assiette va pas du tout être le même. Dans le premier cas, il va être assez élevé. Dans le deuxième cas, vous avez une assiette complète qui va être beaucoup plus longue à digérer, donc un index glycémique et un passage des nutriments et notamment des glucides dans le sang qui va être beaucoup plus lent. Donc en fait, tout dépend
du mode de cuisson, du type de riz et de l'accompagnement avec lequel on mange son riz. Médéric nous dit ton avis sur le régime dissocié, semi-dissocié, etc. Alors, effectivement, le régime dissocié, pendant des années, notamment le régime dissocié dit scandinave, c'était un petit peu le Graal de beaucoup d'athlètes d'endurance pour aborder l'épreuve avec des stocks de glycogène, donc le super carburant musculaire, des stocks maximaux. Bon, il semblerait, après un certain nombre d'études scientifiques, que ce régime dissocié scandinave, il peut générer quand même pas mal de contraintes, voire de problèmes digestifs, notamment dans sa première phase, qui est une phase hyperlipidique, hyperprotéique. C'est vrai que de J-7 à J-4, donc lundi, mardi, mercredi, manger aucun glucide, beaucoup de protéines, que ce soit de la viande, du poisson et beaucoup de gras, si on n'a pas l'habitude, ça peut vous mettre le ventre en vrac extrêmement rapidement. Ça, c'est le premier inconvénient du régime dissocié scandinave. Et c'est d'ailleurs son principal inconvénient. Voilà. Et ensuite, dans la deuxième phase, on a une alimentation plus standard avec des apports en glucides assez conséquents. Donc aujourd'hui, on part du principe que la première phase hyperlipidique, hyperprotéique, elle n'est pas vraiment utile. Elle a plus d'inconvénients que d'avantages, et qu'il vaut mieux avoir une alimentation normale de J-7 à J-4, et à partir de J-3, adopter une alimentation un peu plus riche en glucides, voilà, pour pas dire hyperglucidique, mais sans non plus tomber dans des excès préjudiciables à votre physiologie et à votre tube digestif. Donc moi je recommande d'augmenter de l'ordre de 20% la part de glucides à chaque repas, voilà, tout simplement, voilà, et je suis pas trop fanat des complémentations au malto comme ça peut être préconisé par certaines marques pendant des années. Voilà, se gaver de malto les jours qui précèdent, bon, je suis un peu dubitatif. Ça peut faire prendre du poids, ça peut perturber, et est-ce vraiment utile? Je ne suis pas certain. Donc tout simplement, moi je recommande d'augmenter de 20% à chaque repas la part de glucides, voilà, 20-25%, en pommes de terre, en riz, en ce que vous voulez, de faire des petites collations intermédiaires, parce que surtout à J-3 et J-2, vous pouvez vraiment vous permettre de faire vos réserves. Par contre, la veille, on relâche un peu et c'est pas forcément utile de maintenir un régime hyperglucidique la veille de la course. Alors, Richard, je crois que je viens de répondre à la question. Malto, féculent ou les deux, 3 jours avant la course. Je pense que féculent, oui, très clairement. Pommes de terre, riz, pâtes. Voilà, on augmente de 20-25%. Malto, si ça vous gêne pas, pourquoi pas prendre un bidon de malto par jour, mais pas plus, si ça vous perturbe pas. Voilà, par contre à J-1, surtout si vous avez tendance à prendre du poids facilement, c'est pas forcément utile de continuer à se gaver, parce que ça peut vous faire prendre du poids qui peut être préjudiciable le jour J. Donc à J-1, la veille de la course, on revient à une alimentation un peu plus standard. Alors Cyril nous dit quelles sont les pertes en sodium sur Ironman. Alors là c'est presque impossible de répondre à la question avec précision. Tout dépend de votre débit de sudation. Il y a clairement des athlètes qui transpirent beaucoup plus que d'autres. Et ça va être le principal facteur qui va influer sur le débit, les pertes en sodium. Donc ça peut se quantifier. Vous pouvez notamment quantifier votre débit de sudation en vous pesant avant, après un entraînement, en calculant la différence et en y ajoutant ce que vous avez bu pendant l'effort. Et ça peut vous aider à voir combien, sur des efforts longue durée, notamment en vélo ou à pied, combien vous avez perdu en eau pendant l'effort. Et donc d'avoir une petite idée des pertes en sodium.
Donc si vous êtes effectivement un sportif qui transpire beaucoup, qui élimine beaucoup d'eau, pour notamment thermoréguler, hein, réguler votre température corporelle, ben là effectivement il y a de fortes chances que vous perdiez pas mal de sodium par la transpiration et qu'il faille donc compléter en conséquence pour éviter de se retrouver en déficit et avec des crampes à la fin. Alors, Dimitri nous dit comment choisir sa marque d'alimentation pour la course. Faut-il tester en amont? Alors, bon, moi je ne vais pas recommander de marque précisément, même s'il y en a une qui aujourd'hui a un peu ma préférence. Mais je dirais que au-delà des marques, il faut avant tout trouver des compléments, des aliments de l'effort de qualité, que vous digérez bien, que vous allez donc tester à l'entraînement de manière assez extensive, hein, assez poussée. Voilà, et puis bah, effectivement, moi ma préférence elle va plutôt vers des aliments plutôt naturels, donc des marques d'effort qui produisent peut-être voilà, des barres bio, fabriquées en France, qualitatives, et puis compléter ça avec des aliments naturels, des bananes, des fruits secs, toutes sortes de choses qui peuvent vous aider à aller au bout de votre effort dans de bonnes conditions. Alors, Guillaume nous dit, faut-il supprimer la viande rouge avant une course longue distance? Alors, la bannir complètement, non. La viande rouge fait partie des aliments qu'on peut consommer avec modération. Notamment si on a des besoins en fer importants, je pense notamment aux athlètes féminines. Donc voilà, 1 à 2 fois par semaine, un repas avec un apport en viande rouge me semble tout à fait adapté. Par contre, c'est vrai que il n'y a peut-être pas besoin de manger de viande rouge dans les 3-4 jours qui précèdent votre objectif de l'année. Vous pouvez plutôt aller vers du poisson ou des aliments protéiques, peut-être plus faciles à digérer et plus appropriés. Mais il n'y a pas à bannir la viande rouge. Par contre, pour les gros mangeurs de viande, c'est sûr que voilà, aujourd'hui, pour plein de raisons, c'est quand même intéressant de diminuer sa consommation et sa consommation de viande rouge si vous êtes un gros mangeur de viande. Alors, Xavier nous dit bonjour, deuxième partie marathon, l'acidose métabolique rend un peu anorexique, difficile de manger, quel conseil? Coca éventé, etc. Alors, effectivement, il y a disons que dans la deuxième partie d'un marathon, on est confronté à un état de fatigue. Un état de fatigue générale qui s'installe et qui est en partie lié à l'acidose, et effectivement on a moins faim parce que on est fatigué, parce qu'on est un peu en hypoglycémie, parce que voilà, on en a un peu ras-le-bol de manger depuis de longues heures de la boisson, des bars, des gels. Donc effectivement c'est difficile de s'alimenter. Je pense qu'il faut faire l'effort de s'alimenter quand même et d'apporter un minimum de glucose à son organisme. Donc dans ces moments-là, qu'est-ce qui passe? C'est quand même l'idéal, ça reste quand même une boisson énergétique de l'effort, et notamment la vôtre ou celle fournie par l'organisation. Le coca peut aider dans ces moments-là parce que c'est vrai qu'il passe plutôt bien au niveau digestif et c'est un aliment qu'on tolère plutôt bien dans ces moments-là. On va éviter l'eau plate et on va surtout éviter de rester à jeun et de plus s'alimenter, parce que là vous allez droit dans le mur parce que votre glycémie va continuer à baisser et à bout d'un moment vous n'êtes plus bon à rien. Donc il faut se forcer à s'alimenter avec des choses qui passent et qui ne génèrent pas de blocage digestif.
Allez, je vais prendre une dernière question parce qu'il est déjà presque 20h et ça fait presque 1 heure qu'on discute. Donc Médéric nous dit, il paraît que Marcel Zamora avait le rituel de manger une pizza la veille ou l'avant-veille d'un Ironman. Alors, je suis pas au courant de ce mythe, mais voilà, une pizza, à partir du moment où elle n'est pas trop grasse et que c'est pas une pizza 4 fromages ou une cannibale, c'est un aliment qui passe plutôt bien généralement, sur lequel le risque de s'intoxiquer est nul puisque c'est bien cuit. Voilà, donc la veille ou l'avant-veille, moi je vois pas d'inconvénient à manger une pizza parce que vous avez l'habitude et à partir du moment où vous vous lâchez pas sur une pizza 4 fromages par exemple. Voilà, donc à tester, mais moi je vois pas d'inconvénient majeur à manger une pizza la veille d'un Ironman. Alors allez, la dernière question, Cyril nous dit, j'ai souvent lu qu'il faut alterner sur le vélo, prise de boissons isotoniques et de l'eau. Quel est votre point de vue? Alors sur le vélo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la partie centrale, c'est la pierre angulaire de votre Ironman, notamment en termes de nutrition. Donc très honnêtement, je pense que il faut s'habituer à s'hyper-alimenter pendant la partie cycliste d'un Ironman. Il faut s'entraîner à ça et en conséquence, il faut impérativement avoir une base de boissons énergétiques et compléter ses apports glucidiques avec des barres énergétiques que vous appréciez, que vous avez l'habitude de manger, des fruits secs, des fruits comme des bananes notamment, petits sandwichs, enfin tout ce que vous avez l'habitude d'absorber, que vous aimez manger à l'effort, que vous digérez bien, voilà, avec un objectif qui est d'absorber de l'ordre de 300 à 400 grammes de glucides pendant cette phase, parce qu'après quand vous serez avant en natation vous ne pourrez rien manger et après en course à pied avec les vibrations, l'installation de la fatigue, ça va être très compliqué de s'alimenter en conséquence et la seule chose que vous absorbez c'est un peu de boisson énergétique, un peu de coca, voilà, et voire 1 ou 2 gels ou 3 gels mais pas beaucoup plus. Donc tout se passe à vélo, donc à vélo il faut vraiment, je suis pas trop pour l'eau plate, il vaut mieux de la boisson et des aliments glucidiques pour essayer d'absorber 300 à 400 grammes de glucides pendant cette phase très stratégique. Allez, je conclus avec Najet qui nous dit que dans son livre, Zamora dit qu'il mangeait une pizza au thon. Donc on va rester sur ce conseil extrêmement pratique, cette anecdote de ce grand champion espagnol qu'est Marcel Zamora, multiple vainqueur de l'Ironman France, de l'Ambraman, et qui mangeait donc une pizza au thon, donc des féculents avec la pâte et des protéines avec le thon, donc, et plus quelques acides gras avec un peu de fromage dans le poisson, donc, et l'huile d'olive, donc un aliment complet, potentiellement très énergétique et relativement digeste la veille ou l'avant-veille d'une épreuve comme l'Ambraman. Donc écoutez, bonsoir à tous, n'hésitez pas à aller télécharger le dernier Trimax Triathlon Magazine, je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour un prochain live, voilà, un format très interactif qui ce soir a été conforme à mes attentes dans le sens où il y a eu beaucoup de questions. Et puis écoutez, d'ici là, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement, posez-les-moi sur la page Facebook Trimax ou la page Facebook WTS ou même directement. Allez voir notre site wts.fr et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon entraînement, de bonnes vacances si vous êtes en vacances et à très bientôt.